Salutations, c'est le Top 10. Dites-moi, amis internautes, petits curieux du monde cinématographique, vous vous êtes jamais posé ce genre de questions? Pourquoi tel film s'intitule comme ça et quel est le rapport avec son histoire? Voici quelques exemples pour mieux vous expliquer la chose. Pourquoi ce superbe film de Stanley Kubrick s'intitule Barry Lyndon? Parce que le personnage principal de l'histoire s'appelle Barry Lyndon. Pourquoi cet excellent film d'animation Disney s'intitule Zootopie? Parce que l'action se passe à Zootopie, où chacun peut devenir ce qu'il veut. Mais hélas, la vie n'est pas comme une comédie musicale où on se sent libéré, délivré, où les rêves se réalisent d'un seul coup. Parce qu'en vérité, on s'en cogne. Pourquoi cet étonnant film de Christopher Nolan s'intitule Inception? Parce que les héros du film s'amusent à voyager dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans un rêve, et ils appellent ce phénomène psychique l'inception. Et il y a aussi ces genres de questions auxquelles de nombreuses personnes auront beaucoup de mal à y répondre. Pourquoi Orange Mécanique? Pourquoi Cloverfield? Pourquoi Le Silence des Agneaux? Pourquoi Quantum of Solace? Mes chers amis, afin de vous expliquer tout cela, je vous présente aujourd'hui dans un top classique 10 films au titre assez mystérieux. Et nous commençons sans plus tarder avec un titre plutôt simple à expliquer, le numéro 1, Full Metal Jacket. Beaucoup savent ce que veut dire le titre. Pour éclairer les petits ignorants, il s'agit non pas d'une technique de combat ou d'un nom de code, mais d'un terme désignant un type de munitions militaires. En français, on appelle cela des balles blindées ou chemisées. Rappelez-vous, dans le film, un surnommé Baleine, sur le point de se suicider, affirme à un de ses compagnons que son fusil est chargé de vraies balles, précisément appelées 7.62 mm Full Metal Jacket. Mais avant tout, pourquoi ça en est le titre du film? Tout simplement parce que le terme Full Metal Jacket désigne aussi les soldats américains à la guerre du Vietnam. Full parce qu'ils sont prêts pour la guerre, Metal pour désigner leur côté fort et courageux, et Jacket parce qu'ils sont bien armés, tout cela dans le but de tuer les Vietnamiens. Autant dire que le terme Full Metal Jacket rend les soldats américains de plus en plus robotiques, c'est-à-dire qu'ils deviennent tous de véritables machines de guerre destinées à combattre l'ennemi. Cela d'ailleurs est une des principales raisons expliquant pourquoi le casque du personnage central de l'histoire, surnommé Guignol, a été mis en avant sur l'affiche du film. Il y est écrit Born to Kill, ou en français, Né pour tuer. Numéro 2, Le Silence des Agneaux. Un titre pas très évident pour certains spectateurs. Pour ceux qui l'ignorent, ce titre vient du célèbre roman de Thomas Harris. Résumé rapide de l'histoire, une jeune étudiante du FBI du nom de Clarice Starling a été désignée pour interroger le fameux psychiatre cannibale, le docteur Hannibal Lecter, afin de retrouver un tueur surnommé Buffalo Bill, responsable d'une série de meurtres impliquant des jeunes femmes. Mais pour faire avancer l'enquête, Clarice devra échanger avec Lecter ses souvenirs d'enfance contre plusieurs informations très utiles. Pour ceux qui ont vu le film, comme moi, vous affirmerez que ce titre fait plutôt référence à un terrible souvenir de Clarice. Étant petite, dans une ferme, elle ne pouvait plus supporter les cris des agneaux qu'un fermier allait abattre. Elle décida donc d'en sauver un, mais il était beaucoup trop lourd pour elle. L'agneau fut retrouvé et finalement tué. Tout cela reflète exactement le but de Clarice dans son enquête, c'est-à-dire sauver de pauvres innocents des griffes d'un tueur en série afin d'abréger leurs cris de désespoir. Vous avez compris, elle souhaite le silence des agneaux. Numéro 3, Orange Mécanique. Comme Le Silence des Agneaux, ce film est l'adaptation d'un roman d'Anthony Burgess, intitulé du même nom. Il est assez important de le savoir car il serait très compliqué pour moi de vous donner la signification exacte du titre si je me réfère uniquement au film. Petit rappel, l'histoire d'Orange Mécanique se passe dans le futur où les jeunes prennent le dessus et ne cessent d'étouffer le monde par la violence. Vous l'aurez compris, l'histoire est assez dramatique, visionnaire et je dirais même plus dystopique. Si vous vous rappelez du film, Alex, voyou et héros principal de l'histoire, se fait laver le cerveau lors d'une expérience ayant pour but d'exterminer toute trace de haine et de violence, plus particulièrement chez les jeunes. C'est après qu'Alex, n'ayant plus la capacité de faire du mal, se sent dominé par le monde et éprouve petit à petit un sentiment de malaise. Non seulement il ne peut plus user de sa violence, mais en plus il ne peut plus s'en servir pour se défendre. Il se laisse alors insulter, agresser, torturer, bref, une victime sans défense. Et c'est là qu'on revient au titre Orange Mécanique. Anthony Burgess, avant d'écrire son livre, a passé un long séjour en Malaisie, et selon les Malaisiens, le terme orange signifie homme ou être humain. Donc, si vous remplacez le mot orange par sa signification, vous obtenez homme mécanique, ce qui décrit l'état d'Alex après sa thérapie. C'est-à-dire qu'il devient pendant une bonne partie du film un jeune homme déshumanisé, contrôlé, manipulé, bref, mécanique. Numéro 4, Heat. Là encore, voici un titre assez mystérieux pour beaucoup, ce qui est assez étrange en vérité puisqu'il ne faut pas chercher trop loin pour le comprendre. Pour commencer, Heat veut dire chaleur ou chauffer. Un titre certes très court, mais là on parle d'un des plus grands films de Michael Mann, mettant d'ailleurs en scène deux grandes bêtes du cinéma, Robert De Niro et Al Pacino, l'inoubliable face-à-face entre le criminel et le lieutenant de police. Et autant dire que justement, ça chauffe entre les deux. Je vous avais dit qu'il ne faut pas chercher loin. Numéro 5, Saw. Mieux vaut parler du premier volet de la saga car c'est de loin le meilleur des 7, et mieux vaut parler de celui-là afin de comprendre le véritable sens du titre. A vrai dire, il s'agit d'un jeu de mots, et a donc plusieurs significations.
Premièrement, pour ceux qui ont pris ou prennent des cours d'anglais, vous devez savoir normalement qu'en conjugaison, so est l'imparfait du verbe si, ou voir en anglais. Deuxièmement, so veut également dire si, désignant un outil très coupant. Et troisièmement, so est aussi l'abréviation de Jigsaw, surnom d'ailleurs donné au tueur du film, et qui veut dire puzzle ou casse-tête. À partir de cela, il est très facile de faire le lien avec le film. L'histoire est celle d'un tueur en série imposant à ses victimes des casse-têtes à résoudre pour pouvoir survivre, sinon il meurt tout simplement. Dans le premier film, 2 victimes sont enchaînées par le pied dans une grande pièce. Chacun, pour se défaire de leur chaîne, ont une scie. Soit ils ne font rien, restent coincés dans la pièce et meurent, soit ils tiennent à leur vie et scient leur chaîne. Sauf que ça leur est impossible, ce qui fait que l'un des deux se sentira obligé de se couper le pied. Numéro 6, Cloverfield. Contrairement à beaucoup de personnes, il s'agit là d'un de mes found footage préférés. Le résumé est très simple, un énorme monstre attaque la ville de New York et des jeunes adolescents vont tout faire pour y échapper. Bref, pour ce titre, nous avons plusieurs explications, dont une qui me paraît la plus logique, mais j'en parlerai dans quelques instants. Tout d'abord, selon Matt Reeves, le réalisateur du film, Cloverfield est le nom d'une opération militaire ayant pour but d'exterminer la créature. D'accord, merci beaucoup, mais nous ne savons toujours pas pourquoi Cloverfield. C'est là qu'interviennent les hypothèses. Pour beaucoup, le nom vient d'une rue baptisée Cloverfield Street, où J.J. Abrams, le producteur, a vécu une partie de son enfance. C'est d'ailleurs là qu'il installera sa boîte de production Bad Robot, plus précisément au boulevard Cloverfield de Santa Monica, en Californie. Sauf que là, je n'arrive pas à faire le lien avec l'histoire du film. C'est alors qu'arrive une deuxième hypothèse, la plus logique selon moi. C'est que Cloverfield, en français, veut dire champ de trèfle. Pour les plus douteux, un champ de trèfle, c'est ça. Inutile d'ajouter que si vous marchez dedans, vous écraserez forcément beaucoup de trèfles. Oui, comme le monstre du film qui écrase les petits New-Yorkais. Après, ça reste une hypothèse, mais personnellement, je la trouve très convaincante. Numéro 7, Quantum of Solace. Alors pour faire court, oui j'ai vu le film, oui il est divertissant et non je ne l'ai pas aimé. Pour beaucoup, Quantum of Solace est un nom de code donné à la mission principale évoquée dans le film. Inutile de vous dire qu'il est souvent difficile de croire à l'opinion publique, car le producteur du film, Michael J. Wilson, ainsi que Daniel Craig, l'acteur qui incarne l'agent 007, ont expliqué qu'il s'agit en fait d'une expression évoquée dans une des œuvres de la saga littéraire d'espionnage James Bond, publiée par le célèbre écrivain britannique Ian Fleming. Pour ceux qui ont déjà fait ou font des cours de latin, vous m'affirmerez sans doute que quantum veut dire quantité et solace, consolation ou réconfort. Le film en question est une suite de Casino Royale. Dans celui-ci, Bond tombe amoureux d'une jolie madame du nom de Vesper, jouée par Eva Green, sachant que celle-ci meurt à la fin. Toujours envoûté par cette perte, dans Quantum of Solace, Bond devra se venger, se reconstruire, trouver une source de consolation, de réconfort. Et pour cela, il doit affronter une grande organisation criminelle du nom de Quantum. Numéro 8, vol au-dessus d'un nid de coucou. Avant de commencer, voici un petit truc à savoir sur le coucou. C'est l'un des seuls volatiles ne pouvant pas fabriquer de nid. Certes, dans certains cas, il se débrouille, mais il préfère plutôt parasiter le nid d'autres oiseaux pour pondre et couver ses propres œufs. Ce genre de comportement s'appelle le parasitisme de couvée. Bref, je vais essayer de vous faire le lien de tout ça avec l'un des meilleurs films avec le grand Jack Nicholson, très joliment intitulé en français Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou en anglais One Flew Over the Cuckoo's Nest. Le titre original semble avoir beaucoup de sens, puisque Cuckoo's Nest veut dire certes nid de coucou, mais c'est aussi un terme désignant les asiles psychiatriques. Ajoutons aussi que nous les Français, on dit qu'un fou est toc-toc, mais les Américains, eux, ne disent pas toc-toc, mais coucou. Dans le film, Nicholson joue le rôle de Mac Murphy, un personnage accusé de viol interné dans un asile afin d'échapper à la prison. Il fera la connaissance de nombreux patients mentalement dérangés avec qui il se liera d'amitié, et de l'infirmière en chef Mildred Ratchet, une femme autoritaire et cynique. Face à la dureté de cette dernière, Mac Murphy décide alors de se rebeller en transformant l'hôpital en une véritable cour de récréation, entraînant ses compagnons à prendre conscience de la liberté qu'on leur refuse. Pour poétiser la chose, il vole au-dessus d'un nid de coucou. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, allez le voir, c'est un chef-d'œuvre. Numéro 9, Brésil. Pour commencer, oui, le titre veut dire Brésil, non, l'action ne se passe pas au Brésil, et oui, le titre a forcément un rapport avec le film. Résumé rapide, Sam Laurie est un bureaucrate menant une vie assez tranquille dans un monde futuriste et totalitaire. Il aime passer son temps à s'évader dans ses rêves et s'imaginer un monde meilleur et libre. Sa vie deviendra plus compliquée après l'arrestation brutale d'un certain Buttle causée par une petite erreur administrative. Sam tente alors de réparer cette injustice, mais sera mené inconsciemment vers une lutte contre l'État après avoir suivi la femme de ses rêves. Alors, certains d'entre vous se disent peut-être qu'il est difficile de faire le lien entre l'histoire du film et le titre, ce qui est plutôt normal car le seul ayant la clé de cette problématique, c'est évidemment le réalisateur, Terry Gilliam. Dans les années 70, il partit faire du repérage pour un de ses films à Port Talbot, une petite ville côtière du Pays de Galles, et ce fut là-bas qu'il eut une grande idée. Port Talbot est une ville industrielle, où tout est couvert de poussière grise, de minerais de fer. Même la plage devenait noire, recouverte de fines pellicules de charbon.
Quand le soleil se couchait, tout devenait beau d'un seul coup. Le contraste était extraordinaire. Je me suis alors fait l'image d'une personne assise sur cette plage noire, écoutant avec sa radio des chansons d'évasion latine, comme Brazil. La musique le transportait en quelque sorte, et rendait son monde moins gris. Et c'est à partir de là qu'on se dit qu'en fait, Brazil est une chanson. Oui, mais c'est aussi un bon moyen de s'évader, de s'imaginer au Brésil, un bel endroit libre, rempli de joie et de fête, un endroit de rêve. Et c'est exactement ce que fait le personnage de Sam dans le film, c'est-à-dire qu'il fuit un système extrêmement contrôlé, rien qu'en rêvant. Et enfin, numéro 10, un chien andalou. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film, il sera difficile pour moi de vous en faire un petit résumé. En effet, il s'agit là d'un court-métrage muet surréaliste, écrit par Luis Buñuel, le réalisateur, et Salvador Dalí, l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle et aussi l'un des plus grands représentants du surréalisme. En effet, le mot surréalisme mérite une petite définition, je vous demande alors toute votre attention. Cette porte sera ouverte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le monde de la réalité supérieure, où la notion de vérité, de croyance et de temps n'auront plus de sens. Bienvenue dans le monde du surréalisme. Voilà, le surréalisme est plus ou moins la 4e dimension. C'est un mouvement permettant de détourner le réel et de mettre en évidence la notion de rêve et d'inconscience. Un chien andalou est un rêve, une série d'histoires plus ou moins difficiles à raconter due à l'apparition d'événements insolites, ou presque, montrés à l'écran tels des cheveux tombés dans la soupe. Pour ceux qui ont vu le film, je ne vais pas vous le cacher, mais je ne le comprends pas. Et je pense que c'est justement ça le but demandé, ne pas le comprendre. Il fait naître en nous des émotions, je suis d'accord, mais il n'a avant tout aucun sens. Après, tout ce que je viens de dire, ça reste mon avis personnel. Et aussi une forme d'interprétation que je donne au film. Et c'est justement ce que Buñuel et Dalí attendent de nous, car le film est surréaliste et donc ne s'explique pas. Franchement, est-ce qu'un rêve, ça s'explique? Ça se raconte, oui, mais est-ce que ça s'explique? Non, c'est juste un phénomène psychique venant de notre inconscience, ça ne s'explique pas. Donc, après tout ces dires, que veut dire le titre? Justement, ce n'est qu'un titre. Un titre choisi pour un film surréaliste et qui n'a pas de lien, disons précis, avec ce dernier. En clair, le titre est comme le film. Il ne s'explique pas, mais peut être interprété de différentes façons. Bon, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, je pense que vous m'avez compris. Bref, si vous êtes assez curieux de voir ce film, tant mieux. Trouvez-vous 15 minutes de votre temps, tenez-vous prêt et surtout, accrochez-vous bien. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées de sujets à me proposer pour mes futurs top 10, faites-les moi part dans les commentaires. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant les futurs projets de la chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. C'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao!